L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Une citation que j'emprunte de l'icône de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela. Cette phrase résume tout. Investir dans l'éducation, c'est forger et construire une jeunesse d'avenir. L'enseignement supérieur au Burkina et la politique de résolution des retards dans des universités publiques sont au cœur de votre émission 100% Info. Fidèles téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce programme de la chaîne de télévision Burkina Info. Avant donc d'aborder l'étape débat de cette émission, nous allons faire un bref tour d'horizon de l'actualité. La semaine, elle a été marquée par la deuxième session ordinaire du comité de gestion du fonds stratégique. Le 5 juin dernier, il ressort que plus de 20 milliards de francs CFA ont été collectés à la date du 2 juin. On n'oublie pas l'effondrement d'un immeuble R+5 sur une maison d'habitation dans la zone du projet Zaka dans la nuit du 6 au 7 juin qui a fait 2 pertes en vies humaines. Et le gouvernement réuni en Conseil des ministres le 7 juin a décidé d'attribuer un seul véhicule aux ministres et présidents d'institutions dans l'optique de réduire la dépense publique. Comme indiqué, fidèles téléspectateurs, on s'intéresse ce soir à l'état des universités publiques au Burkina dans la partie débat du 100% Info. Asseoir les bases d'une éducation durable pour un système éducatif plus performant au Burkina, un vœu qui est cher à tous les Burkinabés. La situation des années académiques dans les universités publiques est des plus mal. Étudiants et corps enseignants déplorent depuis des années ces dysfonctionnements. Pour mener ces analyses sur le sujet, nous recevons sur ce plateau 3 invités. À ma droite, je reçois pour vous le professeur Salah Kassanou. Il est enseignant à la retraite. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. On dit également bonsoir à M. Souleymane Kologo, secrétaire général de la coordination nationale des enseignants, chercheurs et chercheurs du FCINTER. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir, madame Dasson. Et également bonsoir à Ali Savadogo, directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et des innovations. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, madame Diasso. Alors, le décor, il est campé, fidèles téléspectateurs. Toute crise a forcément une genèse. Ils sont sans doute nombreux à vivre la situation, mais réellement méconnaître le début du problème. Alors, le professeur Ali Savadogo est avec nous pour justement nous expliquer brièvement comment est-ce que ces retards ont débuté précisément en ce qui concerne l'université Ouaga 1. Merci bien, madame. Et merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler des retards académiques dans nos universités, et plus précisément dans les universités publiques au Burkina Faso. Effectivement, les retards touchent presque toutes les universités publiques au Burkina. Mais ces retards-là sont, j'allais dire, appréciés différemment dans les différentes universités. Et à l'intérieur d'une université, c'est aussi apprécié différemment dans les établissements et aussi dans un établissement d'une filière à une autre filière, il y a en tout cas une certaine disparité. Mais d'une manière générale, les retards s'observent beaucoup plus dans les filières agroeffectives. Lesquelles précisément? Les filières agroeffectives, c'est les filières de première année, deuxième année, jusqu'en troisième année. Il y a notamment dans les universités, si je prends le cas de l'université Joseph Kizerbo, les filières agroeffectives, si vous prenez par exemple une filière en anglais, sociologie, CBBG, les filières de maths, physique, chimie,
généralement, c'est au niveau des filières agro-effectives qu'il y a les difficultés. Mais ces difficultés-là sont de plusieurs ordres. Il faudrait savoir que c'est un peu lié à l'effectif, comme je disais, le gros effectif. Et les effectifs et la programmation des enseignements ou des évaluations de ces gros effectifs-là posent un grand souci. Parce que tout simplement, il faut avoir des salles, des amphithéâtres qui peuvent contenir ces étudiants-là et aussi avoir des salles de TP et de TD pour pouvoir assurer les travaux pratiques et les travaux dirigés. Donc, s'il n'y a pas suffisamment de salles, vous voyez que, en ce qui concerne les gros effectifs, ça pose réellement un problème de programmation et de planning pour pouvoir assurer les parcours d'enseignement. Mais à cela s'ajoute le fait que certains acteurs ne sont pas aussi disponibles pour assurer réellement leur programme. Et à côté aussi, il y a aussi le fait que les étudiants à un certain moment interviennent un peu dans la programmation des enseignements, alors que ces programmations sont du ressort de l'administration. Donc tous ces éléments-là mis ensemble peut contribuer au retard académique. Alors on va revenir point par point sur certains éléments que vous avez évoqués. La parole, elle est à Monsieur Kologo. Alors depuis 2009, pour beaucoup, c'est à cette année que le système LMD a été introduit dans les universités publiques, précisément à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, maintenant. Alors, depuis cette époque, le FCINTER a toujours dénoncé l'introduction de ce système avec les réalités qui sont connues. Est-ce que vous êtes toujours dans cette même dynamique? Bon, disons que ce n'est pas une opposition de principe, une opposition à toute réforme. Voilà. Mais c'est une opposition face aux réalités du terrain. Parce qu'il faut dire que le déraillement tel qu'on le constate actuellement, on peut même redescendre jusqu'à l'après-invalidation de l'année universitaire 99-2000. Vous vous souviendrez donc de cette époque-là. C'est à partir de ce moment qu'on a décidé, évidemment, à la suite de la longue crise avec les étudiants, d'invalider l'année et de passer à une refondation. Donc, naturellement, on a connu une augmentation du nombre d'étudiants, puisque tous ceux qui étaient là ont dû reprendre leur classe. Voilà. Et en plus, il y a eu d'autres crises qui se sont ajoutées autour des années 2008. Et puis, bien entendu, il y a eu l'introduction progressive de ce système LMD à l'université Joseph Kizerbo, d'abord à l'UFR, SVT, SEA, et puis généralisé par la suite à l'ensemble des universités au Burkina. Alors, le fait est que le LMD, dans l'explication qui avait été donnée, et je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, c'est un système qui visait à harmoniser en réalité les profils de formation. On quittait le système classique DEUG, licence, maîtrise, DEA, doctorat, à un système licence 3 années, master, puis doctorat. Voilà. Et c'était un système qui devait permettre au diplôme de s'aligner aussi sur le système international. Ce sont les arguments qui ont été servis. Mais à côté de ça, il y avait des exigences. Voilà. Ça entraînait aussi une démultiplication des filières, ça entraînait une création de nouvelles unités d'enseignement et ça demandait beaucoup d'infrastructures, comme le DGCIP vient de le dire, beaucoup d'enseignants. Et tout ça mis l'un dans l'autre, comme on n'a pas eu à côté de la réforme introduite les moyens nécessaires pour pouvoir conduire ça, tout de suite, dès que les premières secousses sont arrivées, eh bien, le système a commencé à dérailler. C'est un système, j'allais dire, qui est un peu à flux tiré. Hein. Ça veut dire que d'octobre à février, il faut boucler les 15 semaines de cours, plus les 3 semaines d'examen pour les semestres impairs, c'est-à-dire S1, S3, S5. Et puis à partir de mars jusqu'en juillet, il faut aussi boucler les semaines de cours et l'examen pour la deuxième partie. Et ça, une fois qu'on rate une étape,
Et après, on a du mal à rattraper. Voilà. Mais on reviendra là-dessus parce que ça a quand même évolué un petit peu depuis un moment. Alors, professeur Sanou, le système LMD, vous le connaissez, vous avez enseigné sur ce système. Alors, à l'introduction de ce système, étiez-vous favorable? Comment est-ce que vous l'avez accueilli? Bien, merci. Je pense que quand on parle du système LMD au Burkina, très souvent, en fait, on ignore son histoire. Parce que moi, j'étais au ministère à l'époque quand on a travaillé sur le système LMD. J'étais directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l'époque. Le Burkina n'est pas rentré dans le système LMD, j'allais dire, au hasard. Il faut situer d'abord le contexte. Il y a le contexte international que M. Kouloua a rappelé. Il fallait se conformer au système international parce que nous vivons dans un monde ouvert. Nous ne sommes pas renfermés sur nous-mêmes, notamment en matière de formation. Mais la deuxième raison de l'entrée du Burkina dans le système LMD est liée au contexte africain. Parce que le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur, dont le Burkina abrite le siège, avait pris une résolution pour demander aux États membres du CAMES, les 19 États membres du CAMES, de rentrer dans le système LMD avait donné un délai pour rentrer dans le système LMD. L'UEMOA aussi, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avait pris une directive demandant aux États membres de l'UEMOA d'entrer dans le système LMD. Donc en fait, c'est pas... Il y avait une contrainte derrière. Oui, ce sont des contraintes liées aux accords que nous signons, que le pays signe. Et à l'époque, quand on a voulu rentrer dans le système LMD, le ministre avait mis en place un comité, intitulé Comité LMD, que j'avais l'honneur de présider, qui concernait l'ensemble des universités publiques. Donc, il y avait les présidents, les vice-présidents chargés des enseignements des innovations pédagogiques, les responsables des scolarités, et puis des personnes de ressources. Et on a fait le tour, j'allais dire, du monde. Parce que nous avons pris un certain nombre de pays ensemble, et où nous nous sommes rendus en Europe, en Amérique, en Afrique, dans les pays arabes, le Maroc, la Tunisie, dans les pays anglophones, le Rwanda, le Ghana, le Kenya, et dans les pays... Voilà. Voilà. Et le problème, c'était que de s'informer qu'est-ce que le système LMD, quelles sont les difficultés auxquelles les universités, les pays en question ont été confrontés, quelles sont les solutions qu'elles ont trouvées pour résoudre les problèmes. Et c'est ainsi que chacune des missions devait faire un rapport. Et c'est ce rapport dont la synthèse a servi de document de travail pour le symposium national de l'entrée du Burkina Faso dans le système LMD. Donc en fait, ça a été tout un processus auquel toutes les universités ont été associées. Et quand le symposium a été organisé, tous les ministères ont été concernés, y compris des structures comme la Chambre de commerce, les ordres professionnels, l'ordre des avocats, l'ordre des géomètres, bref, tous ceux qui étaient intéressés par la formation. Et au-delà de ça, évidemment, j'allais dire, la communauté universitaire a été associée. Donc aussi bien les enseignants, les étudiants que l'administration. Quand j'entends enseignants, j'entends aussi les syndicats des enseignants. Quand j'entends étudiants, j'entends aussi les associations. Est-ce que les voix qui s'élevaient pour décrier un certain nombre de réalités, compte tenu de l'application de ce système, ont été pris en compte? Oui. Vous savez, quand on organise un forum, vous avez plusieurs voix. Évidemment, il faut trouver un consensus. Et dans la mesure où, quand même, comme j'ai dit, il y avait ces contraintes administratives, politiques qui étaient là, il fallait faire en sorte que le Burkina entre dans le système LMD. Bien sûr, en prenant en compte les réalités qui sont là. Ça, c'est sûr. Bon, parce que de toute façon, j'imagine quand même, les différents responsables sont des formateurs. Ils ne peuvent pas ignorer qu'il y a des difficultés. C'est pour ça que je vous ai donné tout fait cette historique-là, pour montrer que en fait, ce n'est pas les yeux fermés et puis au pif
que le Burkina est rentré dans le système LMD. Les difficultés ont été saisies, puisque le document est là. Le rapport du symposium est là, qui met le doigt sur les difficultés. Et aussi les conditions, ce qu'il faut faire pour réussir l'entrée dans le système LMD. Alors, je reviens à vous. Lorsqu'on écoute le professeur Sanou, l'intention était certes bonne, malgré qu'elle soit sous la contrainte, mais on a l'impression, en voyant la réalité, que c'est l'application qui a fait défaut. Bon. Est-ce que vous êtes du même avis? Bon, effectivement, le professeur a dépeint la situation en montrant effectivement l'évolution et l'application. Mais effectivement, si on regarde, il y a eu un travail de sensibilisation. Parce que les LMD, c'est quoi? C'est mettre l'étudiant au cœur de tout le processus d'enseignement pour qu'il y ait une certaine flexibilité, de choix de parcours. Maintenant, dans ces choix de parcours-là, à un certain moment, il y a eu des difficultés, comme je le disais à l'introduction, des gestions, il y a eu des difficultés des actions. Tout le monde sait que si on part dans ce système de semestrialisation, c'est des semestres. Avant, on était dans un système unique où on ferait des devoirs et à la fin de l'année, on faisait un examen terminal et à partir de juillet, tout était fini. Mais ici, c'est un système de semestrialisation où il faut faire dans la première année, premier semestre et deuxième semestre qui constitue la première année. Tout ça, il faut un système de gestion. On ne doit plus gérer ça manuellement comme on le faisait avant. Et si ces accompagnements, ces infrastructures et matériels ne suivent pas, c'est ça qui fait sortir un peu les difficultés liées à l'application. Sinon, le système en lui-même est très bien. Mais comme on dit à côté, chacun argumente à côté, il faut suffisamment de ressources, il faut suffisamment de moyens et d'équipements pour pouvoir gérer ces systèmes. Sinon, le système en lui-même est très bien. Alors, je reviens à M. Kologo. 14 ans après l'application de ce système, si vous devez faire un bilan, quel diagnostic est-ce que vous présenterez? Disons que 14 ans après, le système LMD est une réalité aujourd'hui, avec des difficultés, bien sûr, il y en a beaucoup. Parce que comme je le disais, ça a révélé l'insuffisance, évidemment, en termes de nombre d'enseignants à encadrer, l'insuffisance en termes d'infrastructures, ça a entraîné même la relecture d'un certain nombre de curricula, et je ne suis pas loin de penser que dans certains cas, ça a pu jouer sur la qualité, effectivement, donc, de la formation. Ça, c'est aussi dû aux effectifs, parce qu'il y a par exemple des modules pratiques dans certaines filières qu'on pouvait faire en première année. Vu le nombre, on est obligé de relire pour, par exemple, les déplacer un peu plus tard quand les nombres seront un peu réduits. Voilà. Donc, c'est cette situation-là. Alors maintenant, quant à l'efficacité interne des universités, bon, je crois que ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui, ce n'est pas forcément dû au système LMD et qu'on pourrait tout à fait avoir ces résultats-là également avec un autre système. Alors, mais la difficulté, c'est vraiment pour nous, et c'est ce que nous dénoncions toujours, c'est le fait que on n'ait pas mis les moyens pour accompagner effectivement donc cette réforme-là. Et donc ça a entraîné tout ce dérèglement auquel nous assistons aujourd'hui. Mais bon, ça ne date pas non plus de 2009. Je veux dire, c'est globalement, pour remonter plus loin, c'est la politique des gouvernants de l'époque qui, pendant longtemps, se sont laissés brider sur le fait que l'enseignement supérieur n'était pas forcément une priorité. Ça, c'est vraiment une chanson qu'on a pu entendre après, évidemment, donc la mise en œuvre des passes. Ça a évolué un peu avec la SCAD et tout ça, où l'enseignement supérieur est revenu un peu au cœur du jeu, mais ça reste des moyens insuffisants. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons de dire qu'il faut effectivement, surtout en plus avec ce que nous vivons aujourd'hui là, l'obscurantisme ambiant, je crois qu'il est important qu'on mette les moyens dans l'enseignement supérieur pour relever le niveau et la qualité effectivement donc, de la formation.
Alors, sur justement les réalités que rencontrent les universités publiques au Burkina Faso, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le professeur Adjouma Tombiano, l'a évoqué à l'ALT la semaine dernière. Je vous propose de suivre son intervention. Y a-t-il un lien entre le système LMD et les retards? Oui et non. Oui, parce que effectivement, il fallait quand même des conditions minimales pour le faire. C'est comme je vous disais tantôt, quand on parle de LMD, il y a un découpage du temps. Et une partie de ce temps est impartie à l'étudiant, qui doit avoir les commodités. Et comme je vous dis, même la simple connexion Internet n'existe pas. Aucune université, bon, hormis quelques locaux de l'université, aucune université ne possède une connexion Internet à haut débit sur l'ensemble de son campus. Et c'est ce que nous attendons à faire. Et donc, pour moi, les mesures d'accompagnement effectivement, n'ont pas été à la hauteur. Et les conséquences se ressentent à tous les niveaux. Et il n'épargne aucun acteur. Si je prends en termes de conséquences au niveau des étudiants, ce que nous pouvons noter, c'est que naturellement, il y a un rallongement démesuré des années académiques. L'honorable l'a dit tantôt, un étudiant qui vient dans une université, c'est pour ressortir avec sa licence en 3 ans. Mais aujourd'hui, force est de constater malheureusement que pour la plupart, et dans les meilleurs cas, l'étudiant en ressort avec sa licence en 5 ans et généralement même c'est en 6 ans. Ensuite, ce que nous avons constaté également comme conséquence malheureuse au niveau des étudiants, c'est le taux de déperdition assez élevé. Vous pouvez prendre des filières où les étudiants arrivent. Ceux qui sont inscrits sont au nombre de 3000. Mais quand vous suivez jusqu'à la fin de l'année académique, ceux qui prennent part aux enseignements, c'est-à-dire aux cours et aux évaluations, vous avez à peine 500. Alors, naturellement, ce qu'on constate tous, chacun dans ses campus, au regard de toute cette situation, on constate une radicalisation de cette population estudiantine. Et ça, tout le monde le constate. Donc ça, c'est une des conséquences véritablement fâcheuses des retards des années académiques. Au plan social, justement, vous verrez donc beaucoup d'étudiants, compte tenu de ces retards, qui s'adonnent, et bien sûr, ayant perdu l'espoir, s'adonnent à certaines formes de vices, telles que l'alcoolisme, la drogue, et j'en passe. Et dans le pire des cas, justement, beaucoup sont tentés de basculer dans l'autre camp. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous interpelle. Alors, à la suite donc de cette intervention du ministre chargé de l'enseignement supérieur, la question, elle vous est adressée, professeur Sanou. 6 ans pour avoir une licence dans une université publique au Burkina, alors que dans les universités privées, 3 ans, on décroche le même diplôme, donc on a 3 ans d'écart. C'est assez énorme et on a envie de dire que c'est une perte de temps. Est-ce que, à l'issue de ce tableau qui a été peint par le ministre de l'Enseignement, est-ce qu'on peut déduire que le système LMD, entre griffes, a été un échec au Burkina? Bon, je pense que pour conclure que le système LMD a été un échec, cela voudrait dire qu'il faut remettre à plat le système d'enseignement supérieur au Burkina. Je ne pense pas qu'il faille voir la situation de cette manière-là, mais plutôt voir en fait quelles sont les parts de responsabilité. Je pense que c'est ça en réalité,
Parce que quand en 2014, on avait fait le bilan de la mise en œuvre du système LMD au Burkina, ben, on avait fait ressortir les insuffisances. Ça c'est clair. On avait fait ressortir aussi les difficultés rencontrées. Donc, personne en fait ne se cache la vue par rapport aux difficultés. Maintenant, il y a des difficultés qui ressortent, qui sont du ressort du pouvoir politique. M. Kologo l'a dit, parce que l'allocation des moyens aux universités qui sont des établissements publics relève du gouvernement. Et ça relève du gouvernement. Tant qu'on ne donne pas les allocations nécessaires aux établissements, aux universités, ben, les responsables sont obligés de serrer la ceinture pour que les choses aillent au mieux. Donc, il y a des insuffisances sur le plan financier. Imaginez par exemple une université comme José Kizebo qui était à un moment donné la plus importante en effectif. Je ne sais pas si c'est toujours la situation. Mais quel est le budget de l'université? Mais quand on parle du budget de l'université, c'est vrai, il faut voir l'État, ce que l'État investit donne comme finance, budget aux universités. Mais il faut voir aussi quel est l'apport des apprenants à leur formation. Vous avez parlé des établissements privés. Mais on sait que combien minimum on paye par an de licence, par année de licence dans les établissements privés. Mais comparé aux établissements publics, vous allez dire que c'est comme une insulte qu'on faisait à l'enseignement public. Puisque on est prêt à payer 500 000, 300, 500 000 pour une année, mais à l'université, dans l'université publique, c'est 15 000 francs. Je prends un exemple tout à fait banal pour que le public comprenne. Moi, je suis professeur titulaire. Mon heure de vacation, c'est-à-dire si on doit me payer à l'heure, c'est 15 000 francs l'heure. En tant qu'enseignant, professeur titulaire, je dois faire 100 heures par an. Mais je vais avoir des heures supplémentaires. Et ces heures supplémentaires vont me les payer 15 000 francs l'heure. Supposez que j'ai 100 heures en heures supplémentaires. Pourquoi j'ai des 100 heures en heures supplémentaires? Insuffisance d'enseignants. Vous voyez, en fait, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Donc, c'est pour dire qu'il y a le problème qui relève de l'autorité publique et politique. Mais il y a aussi les problèmes qui relèvent des universités elles-mêmes. Comment est-ce que chaque université s'adapte? Comment est-ce que chaque université conçoit ou sent ces difficultés et quelles sont les solutions qu'elle essaie d'y trouver? Ça, c'est là. Mais l'autre responsabilité sont les enseignants aussi. Parce que quand on parle des retards, on a l'impression que c'est tout simplement l'État qui est mis en cause, alors que les enseignants eux-mêmes sont en grande partie responsables. Je prends un exemple. Quand nous on est arrivé en 83 comme enseignant, jusqu'à 2000, l'enseignant, dès le 1er octobre, il avait son emploi de temps jusqu'au 30 juin. Et tu étais tenu de le suivre. Mais aujourd'hui, vous demandez à des enseignants, vous voulez les programmer, ah, je ne suis pas disponible. Tu n'es pas disponible, tu es à la disposition de qui? Puisque c'est l'université. Privé sans doute. Mais or, c'est l'université qui est son employeur. Tout à fait. Donc c'est quand il a fini d'assurer ses droits et ses obligations chez son employeur qu'il peut aller voir ailleurs. Bon, vous voyez, donc ça c'est ça. Mais il y a aussi la part des responsabilités des étudiants. Parce que, comme il l'a dit, le DG l'a dit, mais comment j'ai commencé, je l'ai dit aux étudiants, on avait dans l'ancien système, vous deviez par matière, puisque nous, à l'époque, c'était les matières. Vous avez 3 devoirs par matière minimum et 6 devoirs maximum. Imaginez, une seule matière, un enseignant pouvait faire jusqu'à 6 devoirs dans l'année. Imaginez une classe avec 10 matières. Faites le point, vous allez voir combien ça fait de devoirs dans l'année. Mais c'était programmé et il n'y avait aucun problème. Mais aujourd'hui, les étudiants prétextant le système LMD, je dis bien prétextant le système LMD, ils estiment que aujourd'hui, si quelqu'un finit son cours, il faut leur accorder un minimum de temps avant de programmer.
les devoirs. Oui, tout à fait. Or, les effectifs sont énormes. Donc, l'enseignant qui a fini son cours, disons, fin novembre, il finit son cours. Bon, il faut attendre 2 semaines minimum pour qu'on programme. Mais pour programmer, il faut que le directeur adjoint trouve une salle qui contienne les étudiants. Donc déjà, lui-même dans sa recherche, il peut mettre 2-3 semaines. Vous voyez déjà. Maintenant, quand on est en décembre, or le cours est fini à fin novembre. Maintenant, il faut corriger les copies. Un enseignant, vous imaginez un enseignant avec 3000 copies à corriger? On dit qu'il faut mettre en place des systèmes, les jurys de correction. Jury de correction, oui. Mais ces jurys de correction, ce sont les assistants qu'on prend, ce sont les doctorants qu'on prend, mais qui ne sont pas payés comme il faut. Problème de budget. Donc demain, je suis professeur titulaire, je peux faire la force sur mes assistants, mais mes doctorats, moins. Parce qu'il peut dire de toute façon, il peut ne pas terminer leur doctorat avec moi. Donc, problème. Vous voyez, donc en fait, c'est énorme. À multiples composantes. Et chacun a sa part de responsabilité. Et il faut que chacun en ait conscience et accepte de dire voilà ma part de responsabilité et cherche de son côté d'abord la solution. Et ensuite, on met ensemble l'ensemble des solutions que chaque catégorie aura trouvées. Et peut-être que ça va donner une meilleure image du système LMD. Alors Alice Ouedraogo, vous êtes d'accord? Oui, je suis totalement d'accord avec le professeur, je le disais à l'introduction. Le ministre même l'a dit, il a donné quelques causes des retards. Mais nous sommes en train de travailler pour résorber ces retards. On a donné des instructions fermes. Les différents gouvernements qui sont succédés ont dit la même chose, oui, mais les résultats mais il y aura des résultats, parce que nous sommes en train de travailler. Parce que le professeur a évoqué ici la question de la programmation, de disponibiliser un emploi de temps annuel. Donc actuellement, on a demandé dans toutes les universités de faire des programmations semestrielles, de telle sorte que l'enseignant dispose de son programme et qu'on sache à quel moment il y aura la délibération et qu'on situe les responsabilités. Est-ce que vous avez des moyens de pression lorsque des enseignants disent qu'ils ne sont pas disponibles? Non, c'est clair. L'enseignant doit être disponible parce que l'enseignant a été recruté pour enseigner dans l'université publique. Il n'a pas été recruté pour enseigner ailleurs. La priorité doit être donnée aux enseignements du public. Et les textes sont là. Et on a demandé aux responsables des ISR d'appliquer les textes dans les cas où certains enseignants se disent indisponibles pour assurer les enseignements. Ça, c'est le minimum. Parce que l'enseignant, là, il est recruté pour assurer. Maintenant, il faut qu'il y ait la programmation. Il faut qu'il y ait la programmation et que tout soit planifié. Aujourd'hui, avec les effectifs, comme on le dit, on planifie. S'il n'y a pas d'amphi, s'il n'y a pas de salle, tout de suite, il y a un problème. C'est pour cela qu'on a dit qu'on travaille à résoudre le problème d'insuffisance de salles et d'amphi. Et actuellement, au niveau du ministère, il y a un certain nombre de projets, notamment le PNADS, qui est en train de travailler à construire des salles. Et aussi, on a des projets, notamment des contrats de performance dans les universités, pour pouvoir construire des salles et puis les équiper. Et le ministre a évoqué le cas de manque d'Internet dans les universités. On ne peut pas faire des systèmes LMD sans Internet. Parce que dans la semestrialisation, on dit qu'il y a un temps pour les cours théoriques en présentiel, il y a aussi un temps qu'on donne à l'étudiant pour aller compléter les cours à travers des recherches. Il faut en ce moment de l'Internet. Ça aussi, en tout cas, on est en train de travailler pour connecter toutes les universités. C'est déjà fait en termes de connexion, c'est déjà fait. Il reste les équipements que déjà en fin avril, les marchés ont été appuyés pour qu'on puisse disponibiliser ces matériels pour que les connexions soient effectives dans nos universités publiques. Alors, Suleiman Kologo, est-ce que la part de responsabilité des enseignants, chercheurs, est pleinement assumée? Ce serait démagogique de ne pas reconnaître que les enseignants ont une part de responsabilité. Ça, c'est évident. Et tout comme ce serait démagogique de ne pas reconnaître que les étudiants, partie prenante et importante, ont réellement une part de responsabilité. Mais je pense que, en toute chose, il y a des causes racines, et puis après, il y a des causes secondaires qui viennent effectivement donc se greffer. Et pour moi, la cause racine, c'est vraiment la vision
que l'État, le politique, se donne vraiment de l'université et des moyens qu'il est prêt à mettre en œuvre s'il est conscient que l'université, ça va être la bouée qui va effectivement donc aider à former la génération de demain. Voilà, donc il y a un gros problème de moyens. Il faut vraiment qu'on accepte. Il y a même des lois qui ont prévu un niveau de financement, par exemple la loi sur l'orientation de la recherche. Elle prévoit 1% du PIB pour la recherche, mais ce n'est pas appliqué. Voilà, donc ces moyens-là, il faut les mettre. Ensuite, je crois qu'il y a aussi un gros problème de gouvernance. Le problème de gouvernance, pour moi, ça englobe aussi les aspects qui ont été soulevés sur la responsabilité des enseignants. Mais je crois que les enseignants font beaucoup d'efforts. Hein. Autant on peut avoir quelques enseignants qui ne s'y mettent pas à fond, la grande majorité des enseignants, croyez-moi, font des efforts. Et je crois d'ailleurs que si on regarde l'évolution des retards au niveau des universités publiques, entre 2017 et maintenant, je crois on peut quand même noter de l'amélioration. Parce que dans cet imbroglio-là, il faut quand même noter qu'il y a aussi des filières qui sont tout à fait normales. Je dis qui suivent leurs résultats, qui arrivent à donner les licences en 3 ans. Voilà, ça existe également. C'est pas... Donc les enseignants font ces efforts-là. Mais comme le professeur l'a dit également, c'est des efforts qu'on demande aux enseignants. Voilà. Souvent même au détriment de leur activité de recherche. C'est-à-dire l'enseignement là prend souvent plus le pas sur le travail de recherche, qui est pourtant un pendant important de leur activité. D'autant plus qu'il n'y a pas de budget de recherche. Voilà. De recherche. Mais, c'est ça. Mais quand on parle aussi des retards, il faut aussi qu'on note, parce qu'on parle des trains qui arrivent en retard, mais les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle pas. Mais il faut qu'on en parle, parce que effectivement, quand vous avez parlé de la recherche, dans nos universités, il y a de très bons résultats. Prenez le cas, par exemple, de la promotion des enseignants dans le cadre du CAMES. Chaque année, on a de très bons résultats. Ça montre que les enseignants ont de très bons résultats des recherches pour pouvoir postuler à des grades. Et chaque année, on a de très bons résultats, de 80 à 90% taux de succès des enseignants qui sont promis au niveau du CAMES. À côté de ça aussi, il y a le fait que les enseignants, ils participent à des activités, j'allais dire, le service à la société. Le service à la société, c'est bien vrai qu'il y a l'enseignement, mais il y a le service à la société. Et les étudiants, comme on aime le dire, la part des étudiants, et je pense que ces derniers mois, si vous avez écouté les cas de l'IFSVT à l'Université Joseph Kizerbo, où des étudiants de niveau master veulent, j'allais dire, s'immiscer dans les délibérations ou comment on doit dire qui passe, qui ne passe pas. Et des étudiants de niveau master qui connaissent le régime des études, ils se sont inscrits, mais quand ils commencent les enseignements, ils veulent remettre en cause le régime des études. Alors que nulle part au monde, quand vous vous inscrivez dans une université, c'est les conditions de l'université c'est le régime des études en vigueur qui est appliqué. Et aujourd'hui, les étudiants veulent en réalité prendre la place des enseignants, comme on peut le dire entre griffes. Si vous dites, le professeur a évoqué ici, il y a quelques années, on peut faire deux devoirs dans la seule journée. Mais aujourd'hui, si vous voulez programmer 2 devoirs dans la journée, vous savez que c'est impossible. Les étudiants vous diront. Mais un devoir par jour. Oui, un devoir par jour. Il y en a qui réclament un devoir toutes les 2 semaines. Donc, vous voyez comment les causes des retards là sont vraiment à imputer aux différents acteurs. Aux différents acteurs, voilà. Je voudrais appuyer, j'avais commencé à évoquer la question de la gouvernance, parce que, en fait, toutes ces questions-là, pour moi, viennent se loguer en réalité à l'insuffisance de gouvernance, qui vient sans doute aussi à cause de problèmes de moyens mis à la disposition. J'estime effectivement qu'un enseignant qui est programmé, s'il n'a pas de raison valable, de cause majeure qui l'en empêche, et qui ne fait pas ses cours, les textes prévoient des dispositions en matière. Tout à fait. Il y a beaucoup d'aspects au niveau de l'université sur la question des heures supplémentaires et tout. Il y a toujours ces chroniques qu'on entend ici ou là, où des gens ont des heures supplémentaires qui dépassent largement même, en fait, le nombre d'heures disponibles pour pouvoir réaliser leur activité. Mais on n'a jamais vu de sanctions. Donc moi, j'estime qu'il faut que l'autorité
gère cette gouvernance-là. Et qu'il y ait les canaux également donc d'échange avec les partenaires. Aujourd'hui, je peux dire que voilà, on discute de plus en plus, il faut quand même reconnaître ça. Et par le passé, il y a peut-être 2 ou 3 années auparavant, on a eu des difficultés parce qu'il y a des mesures qui ont été prises souvent pour revenir remettre en cause un équilibre et qui a bloqué le processus. Par exemple, en 2021, il y a un arrêté que le ministère a pris sans consulter personne et qui est venu bloquer effectivement donc la dynamique dans laquelle nous étions effectivement lancés. Voilà. L'exemple, c'était un seul exemple. Aujourd'hui, avec les centres universitaires qui ont été créés dans toutes les régions, un enseignant qui doit se déplacer pour aller faire une mission d'enseignement, quand un fonctionnaire de catégorie A se déplace pour aller pour une mission, je crois que ça doit être 27 000 jours. Oui. On était aligné à l'université sur ce montant-là. Et en 2021, du jour au lendemain, on dit non, ça va être 15 000. Vous demandez à un enseignant d'aller donner un cours à Bobo et vous lui donnez 15 000 francs par jour. Sans le transport. Sans le transport. Il doit se loger, il doit se restaurer avec ça. Bon. Vous comprenez que dans ces conditions-là, des enseignants refusent. Si on me demande, je dis non, je ne vais pas. Je me contente de faire ce que j'ai à faire avec mon volume horaire statutaire. Effectivement, voilà. dans le cadre de la résorption, effectivement, un certain nombre de textes posaient problème. La 341, effectivement, est en relecture. Je pense que toutes ces questions-là sont prises en compte dans la nouvelle relecture-là, pour en tout cas mettre les enseignants dans les conditions, pour appuyer les centres universitaires et les universités où il y a des difficultés d'enseignants. Mais il faut dire aussi que chaque année, l'État donne environ 150 enseignants et chercheurs. Et cette année, en 2023, il y a eu une légère augmentation, environ 183 plus 30 hospitalo, ça fait environ 200. Compte tenu des difficultés d'encadrement. 2022 ou 2023 parce qu'il n'y a pas encore eu le recrutement de 2022. Bon, mais c'est le compte. Nous sommes en 2023. C'est le compte pour 2023. Donc, si on voit les taux d'encadrement qui étaient vraiment très faibles en deçà des normes, là, et nous sommes en train de travailler pour relever le taux d'encadrement parce que tout ça contribue aussi au retard. Voilà, donc il y a beaucoup de réformes. Il y a beaucoup de réformes qui sont en tout cas en train d'être faites. Pour ce qui est des réalités au niveau des universités publiques, le problème, nous l'avons diagnostiqué, le problème est connu, les solutions également sont connues, mais il y a un facteur qui est imprévisible, mais qui constitue un problème dans le problème. Je fais bien sûr allusion à la crise sécuritaire qui a entraîné beaucoup de difficultés dans plusieurs secteurs de la nation, dont l'enseignement supérieur. L'université de Ouaïguia qui a été fermée depuis août 2022 à la suite d'attaques. Beaucoup d'autres sont en griffes ouvertes, mais pas totalement fonctionnelles. On a Dori, Fada, des étudiants qui sont sur place et qui déplorent l'absence d'enseignants. Professeur Sanou, comment est-ce que vous analysez ce problème, cette difficulté-là? Alors peut-être que moi je me ferai l'avocat des syndicats des retraités qui n'existent pas. Non mais plus sérieusement, je pense qu'en fait, il a parlé de gouvernance et c'est réel. Parce que si aujourd'hui on fait le point dans les différentes spécialités, telles que le CAMES l'a dit, dans les universités publiques, on va se rendre compte qu'il y a une insuffisance criarde des enseignants de rang A, notamment de professeurs titulaires. Je prends mon domaine, littérature africaine. Depuis mon départ à la retraite, il y a 3 ans, il n'y a plus de professeurs titulaires en littérature africaine au Burkina. Il n'y en a pas. Bon. Alors, mais cela est dû à quoi? Cela est dû d'abord aux différentes difficultés à l'époque, puisque pendant longtemps, par exemple, en lettres et sciences humaines de façon générale, il n'y avait pas d'ouverture de postes à faire pour le doctorat. Ça aussi, c'est parce que ça, c'est toute l'histoire de l'enseignement supérieur. Par exemple, si je prends mon cas, moi, je suis resté maître assistant de 1988 à 2005. Ce n'est qu'à partir de 2005 que je pouvais encadrer des doctorats. Pourquoi? Parce que j'avais un doctorat 3e cycle. Vous voyez, donc en fait, il y a tout un ensemble de problèmes. Mais, alors, aujourd'hui... Est-ce qu'il n'y a pas, je ne vous coupe pas, oui, des cas où des titulaires n'ont
n'ont pas le temps justement pour former des autres. Pas qu'ils n'ont pas la possibilité, mais ils n'ont pas le temps. C'est vrai. Et ils font traîner des autres qui veulent émerger et on les maintient la tête sous l'eau, en fait. Oui, comme il a dit, on mène le focus sur les trains qui arrivent en retard, mais les trains qui sont à l'heure, on n'en parle pas. Mais mais justement, ce sont des cas spécifiques. Hein. Honnêtement, sur 100 procès titulaires, je ne pense pas que ce genre de raisonnement, ils atteignent 5. Honnêtement. Honnêtement, parce que ce qu'en fait les gens ignorent, mon procès titulaire, je suis heureux de savoir que j'ai une équipe derrière moi. Oui, oui. Donc quand je vais me retourner, je n'ai pas d'équipe derrière moi, honnêtement j'ai honte. Tout à fait. Donc il faut franchement bien cerner cette question-là. Alors donc je reviens sur la question des enseignants. Aujourd'hui, nous sommes dans un système d'intégration, le CAMES. Tout à fait. Bien, il a parlé des taux de succès de Burkinabé. Mais à quel prix? Parce que, je prends un exemple banal, un exemple, il faut que le public sache ça. Par exemple, au Congo, qui est dans le CAMES, un enseignant qui fait soutenir une thèse, il a 1,2 million francs. Oui, oui. Bon, vous voyez, vous pensez que ça là, tu as ça là, tu vas appuyer ceux qui veulent, tu vas les maintenir la tête sous l'eau? Non. Vous prenez le Niger à côté. Un enseignant qui publie un article, il a 200 000 francs. Au Burkina, je n'ai pas connaissance qu'il y ait une bonification pour un enseignant qui publie un article. Vous voyez, donc, nous sommes tous dans le même système et nous sommes tous évalués sur les mêmes critères. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, au Niger, à partir de 68 ans, je dis bien 68 ans, vous pouvez aller à la retraite, mais vous pouvez aller jusqu'à 70 ans. Ici, 65 ans pile, tu vas à la retraite. Si tu es né, moi je suis né le 16 janvier, voilà, je suis parti à la retraite. Et même par exemple, je prends un exemple, j'avais une possibilité d'avoir une co-tutelle avec une université à l'extérieur. Je pense que, non, on m'a dit, non professeur, vous êtes à la retraite, vous ne pouvez plus parler au nom de l'université. Bon, vous voyez, c'est pour ça que je dis, il y a des réformes qu'il faut envisager. Je ne dis pas qu'il faut rallonger la date de l'âge de la retraite, mais il faut réfléchir à ça pour voir dans quelle mesure on va harmoniser. Parce que j'ai été pendant près de 10 ans DG de l'enseignement supérieur, j'ai participé donc au comité des experts du CAMES. Bon, au moins on peut poser ces types de problèmes-là. Il y a une résolution qui obligeait les États à entrer dans le système LMD. Pourquoi n'y aurait-il pas une résolution dans le sens d'harmoniser aussi, ne serait-ce pas forcément les rétributions, les salaires, mais au moins les conditions générales de travail, l'âge de la retraite, les conditions de publication, etc., etc. Ça, c'est possible, mais peut-être ça demande du temps. Mais tout ça, ce sont des solutions possibles pour résoudre la question des enseignants. Parce qu'en fait, l'une des raisons aussi du retard, c'est l'insuffisance des enseignants. L'insuffisance des enseignants. Mais vous avez des enseignants il a évoqué un peu la question, qui avaient en heures supplémentaires plus du volume horaire qu'ils doivent à l'État. Parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Il y en a qui trichaient aussi, ça, il faut le dire. Mais la plupart des cas, c'était des cas réels. Oui, mais après, l'administration a dit, on ne peut pas avoir plus de... donc, du coup, si je suis procès titulaire, je ne dois pas avoir plus de 100 heures supplémentaires. Oui. Donc du coup, même si j'avais 125 heures, ça fait 25 heures qui sont à prendre. Mais prof, c'est réglementé aussi, vous ne pouvez pas avoir... Non, c'est pour qu'on comprenne quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Mais c'est-à-dire que la réglementation est logique, mais il lui fallut attendre quand même un certain moment pour qu'il y ait une masse critique suffisante d'anciens de rang A qui puissent prendre la relève. Et faire le point. Comme je dis, en fait, dans tous les domaines là, il y a beaucoup de je prends le départ à la retraite. Tout à fait. Si vous faites un peu, vous pouvez faire une enquête là-dessus. Il faut approuver plusieurs départs à la retraite. Oui, mais ça c'est juste les hommages. Mais faites un tour pour voir par exemple, on me dit que, je ne vais pas citer le département, mais d'ici 2 ans,
Mais tous les professeurs titulaires seront à la retraite. Oui, mais professeur, dans ces Il cas... nous revient même qu'il y a des filières où il n'y a plus d'enseignants. Oui, mais dans ces cas, on est en train de travailler dans le cadre du programme PAES. On a donné des bourses de doctorat et pour qu'on puisse former la relève. Voilà. Justement, effectivement, à Izikazer, il y a certains départements, effectivement, où les enseignants, en tout cas, il y a beaucoup d'enseignants qui sont en train d'aller à la retraite. Et si rien n'est fait, effectivement, certains départements vont avoir des difficultés. Mais c'est pour cela qu'on a, dans le cadre du PAES, on a donné des bourses aux étudiants pour qu'ils puissent faire le doctorat et qu'on puisse les prendre dans le cadre de l'enseignement. Actuellement, je parlais de 183 plus 30 hospitalo. Quand on lance les concours des assistants, effectivement, il y a certaines spécialités, il n'y a pas de candidats. Il y a certaines spécialités, il n'y a pas de candidats. Donc, on est en train de travailler pour qu'on puisse former et donner des bourses. L'État est en train de travailler à cela avec l'accompagnement de la Banque mondiale, à donner des bourses pour relever en tout cas le niveau de la formation doctorale pour qu'il y ait suffisamment de candidats pour postuler. Il est nécessaire de lancer des appels de 200 ou 100 postes s'il n'y a pas de candidats. Voilà. Alors, M. Savadogo, très rapidement, nous sommes pratiquement vers la fin de l'émission. J'aimerais vous entendre sur la question de la crise sécuritaire, avec ces universités qui sont fermées. Qu'est-ce qu'on a fait de ces étudiants? Et deuxième question, les universités qui sont dans des zones relativement sécurisées, mais il n'y a pas d'enseignants. Qu'est-ce qui est fait? Effectivement, vous l'avez souligné, l'université de Waïga, l'université de Dori, vraiment ont subi en tout cas la crise sécuritaire. Actuellement, au niveau de l'université de Dori, les cours ont repris. Au niveau de l'université de Dori, les cours ont repris. Avec les enseignants. Et avec des enseignants qu'on déporte par hélicoptère, qu'on envoie au niveau de Dori. Cela se poursuit et les programmes d'enseignement se poursuivent. Il y a aussi, on est en train de faire la possibilité des cours par visioconférence des enseignants qui sont à Ouagadougou et ils donnent les cours par visioconférence. Sinon, je peux vous assurer qu'actuellement, les cours ont repris. Aussi, à Ouagadougou aussi, c'est sur le site de l'université et l'administration et les enseignants se sont déplacés en ville, ils sont répartis en ville et ils ont loué les salles et les cours se poursuivent au niveau de la ville. Mais nous sommes en train de travailler pour qu'ils reviennent sur les sites avec l'accompagnement des plus hautes autorités pour sécuriser nos universités. Et ça aussi, on a eu assurance pour sécuriser nos universités. Et pour reparler aussi des problèmes budgétaires, effectivement, vous l'avez montré ici. Notre ministre, lorsqu'il était à l'Assemblée le 2 juin, il a plaidé en tout cas auprès des députés pour que, en tout cas, on revoie le budget des universités en hausse pour les aider et de pouvoir, pour les permettre de sortir des difficultés que nous vivons actuellement. On a parlé des heures complémentaires, on a parlé des dettes. Actuellement, les universités coulent sur des dettes académiques. Mais nous sommes en train de travailler pour que les universités-là puissent payer ces dettes-là et puis aussi continuer de fonctionner normalement. Sinon, elles se résolvent. Voilà. Alors, on espère donc que ces solutions seront mises en pratique et qu'elles produiront des résultats pour le bonheur des étudiants et du système éducatif burkinabé. Je vous dis merci d'être venu. Merci à vous, professeur Salaka Sanou. Merci à Souleymane Kologo et merci à Ali Savadogo. Le thème, il est vaste, passionnant. Le temps, il était assez réduit. On aura sans doute l'occasion de revenir sur certains aspects qui n'ont pas pu être évoqués au cours de cette émission, au cours d'une autre émission. Nous poursuivons ce 100% Info avec la rubrique « Ils ont dit ». Leur accorder la liberté provisoire. Le procureur dit que non, que s'ils rentrent, s'ils obtiennent la liberté provisoire, ils vont se concerter entre eux. Mais ils se concertent déjà, ils sont dans une même cour, ils sont ensemble depuis dimanche, l'autre dimanche. Ils sont dans ce qu'on appelle le quartier d'amendement. Donc, cette raison pour les maintenir en prison ne tient pas. Il n'y aura pas de consultation
ni de collusion avec les témoins. Évidemment que quand on formule une demande devant une justice, la moindre des choses, on s'attend à ce qu'on agrée à votre demande. Donc dès lors qu'on n'agrée pas à votre demande, vous ne pouvez pas dire que vous êtes content quand vous avez refusé ce que vous avez demandé. Mais comme nous le disons et nous le répétons, ce n'est qu'un jugement avant dit droit. Pour dire que ce n'est pas un jugement au fond. Donc pour l'heure, nous pensons que peut-être que le tribunal a décidé de plutôt écouter peut-être les arguments présentés par le parquet que les nôtres. Et il nous reviendra peut-être prochainement d'essayer de mieux se faire comprendre par le tribunal et de faire la balance peser de notre côté. Dans la mesure où, dans les dispositifs législatifs, rien n'oblige un jeune à accepter la formation militaire, nous nous sommes retrouvés confrontés à des cas de désertion. Les jeunes, ils intègrent ou ils ne viennent même pas au regroupement. Les nouvelles dispositions vont donc prévoir des sanctions à l'endroit donc de ceux qui ne vont pas venir, mais également pour ceux qui vont venir et qui auront un mauvais comportement. Conducteur de la Poquelin, il a vu la pollution, l'action, et dit mais si on fait ça, on va trouver les dégâts. Et les gars ont dit non, que de continuer à travailler. C'est comme ça. Ce matin quand je suis venu, bon, je ne suis pas renseignant, mais quand j'arrivais tout, c'est que j'ai appris la parole, etc., etc. Alors, donc le conducteur m'a vu que ça n'allait pas. Il a dit à son patron non, que ça ne peut pas. Il dit de travail. Il a arrêté le chantier comme ça. Voilà. Et le chef, son patron a dit et de continuer. Dans le secteur de l'hébergement, par exemple, on a un certain nombre d'activités aujourd'hui qui sont en train de prendre de l'ampleur. On peut citer les villas meublées qui fleurissent dans nos grandes villes, mais qui jusqu'à présent échappent à la réglementation. Ces nouveaux décrets d'application vont permettre d'élargir le champ de la réglementation à ces activités-là. On peut également citer le secteur des agences d'hôtes et d'hôtesses, parce que, comme vous le voyez, on voit les hôtesses à toutes les cérémonies, dans beaucoup également d'entreprises, mais le secteur souffre d'un manque de réglementation. Ces projets de décret vont permettre d'assainir le secteur non seulement, mais aussi faire en sorte que ce secteur-là contribue de façon efficace à la création d'emplois décents. Ils nous souviennent tous qu'un certain nombre de mesures portant restriction des libertés et portant observation d'un certain nombre de mesures obligatoires en matière d'hygiène avaient été prises pour contrôler, pour lutter contre la COVID-19. Aujourd'hui, en rapport avec la baisse drastique du nombre de cas et du nombre de décès, et en rapport aussi avec le fait que la COVID-19 ne constitue plus une urgence de santé publique de portée internationale, il a paru important pour le Conseil d'adopter ce rapport qui va permettre d'alléger les conditions d'entrée et de sortie au niveau du Burkina Faso. Donc désormais, il sera affecté à chaque ministre un seul véhicule et les autres véhicules seront mis dans les parcs centrales et l'utilisation sera en fonction bien sûr des besoins si le véhicule tombe en panne. Alors à côté de ces textes, il y a également des outils qu'on a développés pour pouvoir mieux gérer le parc automobile de l'État. Il y a un logiciel de gestion du parc automobile de l'État qui a été déployé, qui nous permet aujourd'hui de connaître la situation de chaque véhicule de l'État et les lieux où les véhicules se trouvent. Et par ministère et institution, nous pouvons dire aujourd'hui combien de véhicules il existe dans chaque ministère et institution. Ces enfants, ces vieux et vieilles que vous dépassez les matins, midi et soir au bord des goudrons, assis sous les feux tricolores vous demandant argent, nourriture, vêtements. Nous sommes ces femmes qui de bonheur frappent à vos portes pour demander à laver. Être gardienne la nuit quand vous vous couchez dans vos lits sous vos draps. Nous n'avons pas demandé à devenir ce que nous sommes devenus. Le destin. Nos vies sont devenues des histoires qui se propagent un peu partout dans le monde entier. Nous avons pu récolter plus de 20 milliards de francs CFA au titre du Fonds de soutien patriotique. Et je pense que c'est une très bonne performance qui est à mettre à l'actif, bien sûr, de tous ceux qui ont contribué, que ce soit des entreprises qui ont collecté pour reverser, que ce soit des salariés qui ont directement contribué à travers donc, les retenues sur les salaires, que ce soit donc, des structures comme les mutuelles et autres qui ont contribué, des associations,
les religieux, les coutumiers, tout le monde a contribué et c'est vraiment une très bonne chose. Ça montre que les Burkinabés savent s'unir autour de l'essentiel qui est aujourd'hui de sauver la patrie. Et nous sommes vraiment heureux aujourd'hui de présenter les nouvelles touches qui sont donc la touche unique de toutes les universités et du CNRSC, c'est-à-dire les institutions d'enseignement supérieur et de recherche publique du Burkina. Et dorénavant, tout enseignant qui a donc été inscrit au CAMES pourra donc être autorisé à porter cette touche, soit lors des cérémonies officielles, soit lors des soutenances ou toute autre activité, en tout cas solennelle.